Culture Soccer. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Culture Soccer, une émission un peu spéciale aujourd'hui puisque à l'approche des vacances de Noël, je ne suis pas avec Adi ni Anthony, mais avec un invité plutôt spécial qu'on a déjà reçu dans notre podcast, c'est Johan Damel, entraîneur assistant du FC Cincinnati. Bonjour Johan, comment ça va ? Bonjour Antoine, merci de me recevoir, ça va très bien et toi ? Très très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la troisième fois je crois qu'on t'a au téléphone, puisque la première fois c'était pour quand tu étais encore en USL, puis après pendant l'accession, il me semble, en MLS, on avait eu brièvement pour parler un petit peu de de la saison USL qui se finissait et puis celle qui arrivait en MLS, puisque vous aviez eu un délai très court pour arriver en MLS avec Cincinnati, vous étiez arrivé très tôt. Et on va parler un petit peu avec toi de cette première saison 2019 qui, sur le plan personnel, aura été très spéciale pour toi, j'en suis sûr, et puis de la saison à venir en 2020 avec le FC Cincinnati. Donc tout d'abord, est-ce que quand tu avais eu au téléphone, donc il y a probablement plus d'un an maintenant, donc vous veniez de recevoir un petit peu l'accès à la MLS avec Cincinnati, vous étiez en USL, vous aviez que 9 mois pour construire un peu un effectif pour la MLS. Est-ce que à ce moment-là, tu sentais que ça va être une aventure très compliquée par rapport au délai, ou est-ce que ça vous semblait possible ? Je pense que tout le monde était conscient de la tâche à accomplir durant cette première saison. Tout le monde était conscient aussi des ressources qu'on avait à disposition et des contraintes qu'on avait. Notamment ce court laps de temps pour se préparer. Donc j'ai envie de dire que tout le monde savait que ça pourrait être compliqué. Tout le monde y était plus ou moins préparé. Et puis les choses se sont confirmées. On a vu par le passé, l'équipe expansion se présente de façon assez différente dans la ligue. Je vois par le passé des équipes comme LAFC Atlanta, mais aussi équipes comme Minnesota, et on était assez conscients de cette possibilité. Mm-hmm. Oui, mais ça a été une saison, on va en parler un petit peu, mais une saison avec beaucoup de changements un petit peu. Mais tout d'abord, comment est-ce que vous avez préparé l'effectif ? Parce que ce que les gens ne savent peut-être pas, s'ils nous écoutent et qui ne sont pas habitués à la USL et à la MLS, c'est que en changeant de ligue, ce n'est pas une promotion un peu sportive, donc il y avait en fait tout le groupe à refaire et vous pouviez ou non prendre certains joueurs qui étaient avec vous en USL pour la MLS. Et comment vous avez préparé un petit peu lesquels vous alliez prendre ? Est-ce que vous êtes plutôt concentré sur des jeunes qui avaient un petit peu d'expérience ou plutôt des vétérans ? Quelle a été un petit peu votre pensée après pour préparer le groupe pour l'année 2019 ? Non, mais on savait, comme tu l'as mentionné, c'est une transition, une promotion qui n'est pas sportive. Donc, il y a des décisions à faire. J'en avais parlé avec toi un peu plus tôt dans la saison. C'est jamais évident quand on sort d'une saison avec beaucoup de succès de prendre du recul et d'avoir de la clarté dans l'analyse pour prendre, j'ai envie de dire, toutes les bonnes décisions. Donc, on a essayé de mettre en place nos idées par rapport aussi à un mix entre de la jeunesse et de l'expérience et de récompenser les joueurs qu'on avait identifiés comme potentiellement intéressants pour intégrer la ligue et pour continuer à avancer. Et vous aviez aussi racheté les tours de draft de Philadelphie à cette époque, donc vous avez fini avec 10 choix de draft, pardon. Est-ce que c'était une logique derrière le fait qu'il n'y a pas encore d'académie au FC Cincinnati, ou est-ce que c'est parce que vous voyez vraiment du talent et des joueurs qui pouvaient intégrer le groupe pro sans aucun problème dès le premier jour ? J'ai envie de te dire des deux. Il y avait cette volonté de la part du président à l'époque de miser sur la jeunesse puisqu'on n'avait pas encore l'académie. Donc de se servir de cette draft pour amener de la jeunesse au sein de notre effectif. Et de l'autre côté, on a aussi pris des décisions par rapport aux qualités qu'on a vues chez ces joueurs-là. Il s'avère que par la suite, nombreux sont les joueurs qui, parmi ceux-là, ont fait leur début. Le contexte explique aussi les raisons. Mais ça prouve qu'il y avait quand même de la qualité qui avait fait durant la draft de l'année passée. Et voilà, et certains joueurs qui seront de retour avec nous aussi la saison prochaine. Ouais, d'ailleurs, la Super Draft arrive dans quelques mois, un mois même, au niveau de la MLS. Est-ce que tu penses, toi, qu'au niveau du college soccer, il y a toujours des talents identifiés ? Et est-ce que c'est plus... Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de discussions sur le fait que le college soccer n'a peut-être pas plus le niveau. Est-ce que ce n'est pas juste certains clubs MLS qui font pas assez de travail en amont pour sélectionner des bons talents ? Ou est-ce qu'il y a une vraie perte de niveau au niveau du college soccer ?
je suis pas assez expert en termes d'équipe universitaire pour parler de ça. Maintenant, envie de dire, c'est que du talent, il y en a partout. Il faut avoir envie de le chercher. Il faut aussi avoir des profils qui sont bien identifiés par rapport à un projet de jeu. Et j'ai envie de le dire également, il y a des académies MLS qui font du très bon travail, qui aussi, année après année, commencent à alimenter davantage les premières équipes, ce qui fait aussi que ça devient difficile pour les joueurs d'université de sortir du lot et de passer des joueurs qui ont été formés au club à travers les principes du club et qui ont vécu avec les valeurs et une méthode de travail durant plusieurs années. Donc c'est aussi la réalité de ce qui a été mis en place et de ce qui a été voulu par la Ligue par le passé, à savoir mettre en place un système d'académie qui alimente la Ligue. Oui, c'est un petit peu ce que font tous les clubs aux États-Unis et au Canada. Mais pour revenir à cette première saison, donc après la draft, vous commencez, ça commence plutôt bien avec 2 victoires, un nul et une défaite. Et après, ça commence à enchaîner un petit peu les mauvais résultats. Il y a eu plusieurs problèmes du côté de Cincinnati, un début de saison très compliqué. Et puis le 7 mai, l'entraîneur en chef, Alan Coach, est remercié et tu prends sa place en tant qu'entraîneur-chef en intérim. Et c'est marrant parce que oui, tu es d'un coup, t'es sous les projecteurs à seulement 22 ans, à 29 ans, pardon. Tu étais le coach le plus jeune de l'histoire de la ligue. Beaucoup d'articles que j'ai eu sur toi, non seulement de médias nord-américains, mais aussi de médias français. Comment tu as vécu un petit peu cette décision de Cincinnati de te mettre en intérimaire, surtout que tu n'es pas resté qu'un match, hein, tu es resté assez longtemps. Donc comment tu as vécu ça et est-ce que tu as accepté, est-ce que tu as parlé à Alan Coach avant d'accepter le poste? Quelle discussion il y a eu avec la direction? Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu tout ça? Non, mais ces choses-là arrivent très. Donc la décision du club était de me donner cette responsabilité-là, d'assurer la transition, de prendre en charge le groupe et d'assurer l'intérim pour justement remettre des choses en place et une direction un petit peu différente. Donc c'est la mission qui m'a été confiée à ce moment-là. Avec énormément de clarté aussi sur mon rôle et sur la mission qui m'était donnée, ce qui m'a permis à la fois d'avoir énormément de soutien et de confiance de la part des propriétaires, du président et du manager général pour essayer de mener à bien la mission qui m'était confiée. Donc voilà, avec l'idée encore une fois de mettre en place un projet club, un projet de jeu, une philosophie sur le long terme et de mettre en place les fondations au milieu d'une saison qui, comme tu l'as mentionné, était assez difficile en termes de résultats. Oui, tu es resté quand même 3 mois. Tu pensais que ça allait être aussi long que ça au début de ta prise de poste? Comme je l'ai dit, les choses ont été assez claires de la part du président, de la part des propriétaires, comme quoi la confiance était là, le temps de bien faire les choses pour nommer le futur entraîneur. Donc, je m'attendais pas forcément. J'étais préparé pour faire ce que j'avais à faire. Donc, on est dans une situation comme celle-là. On se concentre sur le prochain match et on avance de match en match en ayant toujours cette idée en tête de mettre en place, comme je le disais, les fondations du projet qu'on voulait implémenter sur le long terme. Et d'un point de vue plus personnel, médiatiquement, c'était comment? Parce que tu as été, même dans beaucoup de médias français, ce qui est hyper rare pour la MLS, tu as été mentionné du côté de Montréal aussi, dans les journaux locaux, puisque tu es un ancien de l'Impact. Comment tu as vécu ça médiatiquement, d'avoir tous les projecteurs sur toi d'un coup? Non, mais médiatiquement, tu ressors quelque chose, quelques articles qui sont parus, mais pour moi, ça n'a pas été. Les sollicitations n'ont pas été énormes. Et puis encore une fois, comme je le disais, mon objectif prioritaire était de reconcentrer l'attention sur les joueurs, sur la méthode de travail, et sur le contenu, sur ce qu'on voulait faire dans le projet, dans le jeu. Et essayer de redonner de la confiance au groupe. Donc je me suis pas vraiment attardé sur l'aspect médiatique. Il y avait énormément de travail à faire sur le terrain et c'est pour ça que je suis là et que j'étais là.
Oui, non, c'est vrai qu'il y avait pas mal de travail et que tu as plutôt bien fait, hein. Au début, de beaux résultats. Tu avais vraiment essayé d'insuffler un jeu plus de possession. Et ton premier match en tant qu'entraîneur, c'est face justement à cette ancienne équipe dans laquelle tu travaillais, l'Impact de Montréal. Tu l'emportes 2-1. Qui a été ton feeling à ce moment-là? Est-ce que c'était spécial de s'imposer un petit peu à Montréal pour toi? Oui, ben c'est spécial. C'est un premier match en tant qu'entraîneur. Qui plus est contre son ancien club. Donc durant la semaine, j'ai pas eu le choix de me focaliser sur le travail qu'il y avait à faire. On n'a pas vraiment le temps de se poser la question quel est l'adversaire et puis il a une valeur sentimentale ou non. Hmm. Il y avait énormément de choses à mettre en place durant un court laps de temps. Donc voilà, j'étais très satisfait du résultat, mais d'autant plus de la manière de voir autant de changements dans ce qu'on avait essayé de mettre en place si rapidement était une satisfaction, mais on n'a pas le temps de savourer. Les choses vont assez vite. Je savais qu'on allait traverser une période difficile, malgré ce résultat positif, que la Gold Cup arrivait, qu'on allait perdre des joueurs, qu'il y aurait sans doute aussi de la fatigue qui s'accumule, donc bien sûr. Donc je savais qu'il y avait énormément de travail devant moi, donc pas vraiment de savourer, plus un retour rapide au travail pour se centrer sur le match suivant. Ouais. Et comme tu l'as dit, oui, c'est une période compliquée après parce qu'il y a la Gold Cup et puis enchaîner des matchs plus compliqués. Malgré ton nouveau système de jeu, plus en possession par rapport à l'Alan Coach, ça marche un peu mieux, mais c'est pas non plus. Enfin, vous relevez un petit peu mieux avec 4 victoires, mais tout de même 11 défaites sur tous les matchs que tu as fait à sa tête. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon toi à ce moment-là? Est-ce que c'était justement les joueurs en Gold Cup? Est-ce que c'était juste les joueurs qui avaient forcément le talent pour jouer ce jeu de possession ou pas forcément les peut-être pour un autre style de jeu, ils étaient peut-être plus adaptés par exemple pour un autre style de jeu. Est-ce que c'est un manque de temps à la tête, hein, parce que tu es arrivé un peu rapidement comme entraîneur en chef. Est-ce que ouais, qu'est-ce que tu regardes un petit peu de quelle leçon tu gardes de ces premiers 3 mois sur un banc en MLS? Non, il y a un ensemble de facteurs, c'est certain, qui participent au résultat. Moi, je suis pas là aujourd'hui pour des excuses sur la période difficile qu'on a traversée, plutôt là pour faire des conclusions et prospection aussi et d'introspection ce qui s'est passé. Je pense on a manqué de temps. On a essayé de mettre Mm. des choses en place en milieu de saison, ce qui est une tâche difficile parce qu'il y a à la fois un juste milieu à trouver entre l'implémentation de style de jeu, mais également la préparation adversaire. Je pense qu'on on a souffert aussi des disponibilités des joueurs, que ce soit les blessures, que ce soit les absences des internationaux. Maintenant, voilà, il faut aussi être honnête avec nous-mêmes. On a fait preuve parfois dans le jeu de naïveté on a aussi parfois pas été récompensé malgré les bonnes performances et le bon contenu. Mm. Donc, comme je le disais, essayer de mettre en place les fondations du projet en essayant de reconcentrer le groupe sur des objectifs de tâches davantage que des objectifs de résultats. On était dans une période difficile, il fallait redonner la confiance, il fallait mettre des choses en place. Donc, il fallait se tourner vers la tâche. Comment faire les choses, quoi mettre en place sur le terrain Mm. et essayer d'arriver le mieux préparé pour chaque match. Et puis voilà, après, c'est le football, hein. Il y a un adversaire qui est aussi là, qui est bien préparé, qui parfois est dans une dynamique plus positive que la tienne. Et il faut faire avec. Mais énormément d'enseignements positifs à en retirer. Oui, non, c'est vrai que c'est hyper compliqué comme travail à l'intérimaire parce que forcément tu ne sais pas ce qui va arriver après, donc quel système de jeu tu peux implémenter. Et le 5 août 2019, donc 3 mois après ta prise de fonction, Cincinnati engage Ron Jans comme entraîneur principal. Déjà, est-ce que le club t'a parlé de sa décision? Est-ce que tu le connaissais personnellement ou de nom avant qu'il soit arrivé? Donc le club bien évidemment m'en avait parlé. Comme je l'ai dit, le club a été très clair Mhm. m'a donné à la fois beaucoup de confiance, mais a été très clair aussi sur mission. M'a toujours inclus dans le processus de décision, ce qui m'a apporté énormément de clarté et aussi un sentiment d'honnêteté les uns envers les autres à la tête du club avec la direction du club.
Donc Ron a été nommé, oui, je le connaissais en amont, je l'avais rencontré également en amont et ça a facilité cette transition également. Ouais, donc il y a eu, j'imagine, de beaucoup de discussions pour que tu expliques un peu tout ce qui se passe. Et sous sa gouverne, il y a quand même une amélioration du côté de Cincinnati, avec une fiche de une victoire, 4 nuls, 5 défaites, seulement un but encaissé sur les 3 derniers matchs, face à Chicago, Orlando et DC United. Et c'est vraiment sur le côté défensif qu'on avait l'impression que Cincinnati allait mieux, avec un système pas forcément basé sur la possession, mais avec pas mal de changements aussi de joueurs. Et des joueurs comme Mathieu Desplanes ou je pense aussi il y a le nouveau Michael Van der Werf qui sont arrivés qui arrivait plutôt bien en groupe. Est-ce que tu vois ça comme vraiment un point positif sur lequel il faudra moins travailler pour l'année prochaine, enfin, en tout cas quelque chose qui est un peu plus sécurisé pour l'année prochaine, c'est-à-dire la défense. Est-ce que quels sont les enseignements que vous avez eu dans cette fin de saison? Non, c'est dur on en a tiré les enseignements et savoir que la fin de saison, ça a été également aussi l'occasion pour nous de travailler davantage ensemble, de faire connaissance davantage sur le plan professionnel, de comment on travaille l'un, comment on travaille l'autre et d'accorder aussi notre façon de faire, de se découvrir également en tant que personne et de commencer à mettre des choses en place au niveau de la méthodologie de travail pour préparer la saison prochaine. Maintenant, en termes de jeu, en termes de performance, c'est très difficile de faire des conclusions et de se dire que les choses qui se sont passées sur la fin de saison sont des acquis pour l'année prochaine. On va repartir sur une pré-saison complète avec encore une fois cette vision sur le long terme et ce projet qu'on veut mettre en place et qu'on est en train de mettre en place à l'échelle du club. Et l'objectif, ça sera de se servir de cette pré-saison pour implémenter le style de jeu et sans forcément repartir à zéro, mais avec des remaniements dans l'effectif, on repart forcément un petit peu, on remet forcément un petit peu les choses à plat au début de l'année. Donc, il est difficile de dire que sur l'aspect défensif, on s'est rassuré pour la saison à venir, puisque la saison à venir sera une nouvelle saison et qu'il va y avoir encore une fois énormément de travail à fournir en amont pour mettre des choses en place, que ce soit sur l'aspect défensif ou offensif. Ouais, je vais te demander une ou deux questions sur la saison 2020, mais juste avant, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné dans cette première saison MLS? Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à la USL qui t'a vraiment marqué? J'ai envie de dire que mon évaluation il y a forcément une différence de niveau entre la MLS et la USL, mais ce que je dirais sur la comparaison entre les deux ligues, c'est l'homogénéité des équipes en MLS qui fait que d'une semaine à l'autre, tout le monde peut battre tout le monde. Et que c'est dur d'établir une hiérarchie. Bien évidemment, il y a une hiérarchie qui se dégage. On a vu cette année LAFC qui a quand même dominé la ligue. Mais c'est quand même difficile en amont d'avoir une qui va se passer le week-end. Il y a aussi cet aspect voyage difficile, notamment de voyager dans l'autre conférence, qui n'est pas le cas en USL. Donc c'est des différences importantes, donc que la MLS est à un autre niveau et que c'est d'autant plus intéressant. Et il y a une équipe ou peut-être même un stade qui t'a le plus impressionné? Comme ça, c'est dur à dire. New York, intéressant le jeu dans les idées. J'ai aimé à la fois les affronter, mais aussi à la fois pouvoir échanger avec sur les choses qu'ils mettaient en place. Donc intéressant, très intéressant du jeu. Au niveau du stade, un peu moins. Au niveau du stade, beaucoup moins. Maintenant, non, il y a des beaux stades en MLS. C'est une des fiertés de la ligue. Il y a de plus en plus de stades qui sortent de terre. Et de nommer un stade en particulier, de beaux stades, que ce soit Atlanta, que Sota, même le stade d'Orlando, le stade de LAFC. Il y a énormément de stades qui sont très plaisants pour recevoir les matchs. Oui, d'ailleurs, vos fans aussi ont fait un boulot fantastique malgré les résultats plutôt compliqués. Ils étaient vraiment toujours à bloc derrière votre équipe. C'était très beau à voir. Une ambiance assez dingue à Cincinnati. Et pour la saison 2020, donc vous avez un gros effectif toujours, contrairement à d'autres clubs qui sont vraiment en train de refaire vraiment des achats parce qu'ils ont un groupe très faible. Vous avez quand même un groupe assez grand, je trouve, pour un club MLS. Est-ce qu'il y a on doit s'attendre à des départs du côté du FC Cincinnati? Je sais que tu ne veux pas forcément dire des noms, mais est-ce que tu t'attends à beaucoup de changements? Difficile d'en parler en détail. Il y aura du changement, c'est certain.
Il y a déjà eu quelques mouvements et quelques joueurs d'annoncer. Il y aura du mouvement. Maintenant, non, voilà, c'est le travail du manager général et du directeur du recrutement d'accorder ce qu'on a décidé de mettre en place en termes de projet. On a identifié un projet, on a mis en place des idées. Maintenant, les profils qui collent à ce projet sont différents un petit peu des décisions qu'on avait prises il y a un an. Donc, il va falloir se réajuster. Maintenant, c'est dur de parler de départ, d'arrivée. Beaucoup de discussions en interne, beaucoup également avec des clubs, avec des joueurs. Donc pour l'instant, difficile d'en dire plus, mais il devrait y avoir quelques changements pour la saison prochaine. Et donc, ouais, pour les objectifs de Cincinnati pour 2020, le club a pas mal changé, avec notamment aussi Gérard Niekamp qui est arrivé des Pays-Bas aussi. Et j'ai vu sur Twitter que les deux étaient aux Pays-Bas en ce moment pour faire un peu de recrutement, ou en tout cas passer les vacances dans les stades. Mais donc, il y a pas mal de changements au sein de la structure même du club. Luc Sassano, notamment le directeur technique, est parti pour des raisons familiales aussi. Donc pas mal de changements. Quels sont les objectifs pour Cincinnati en 2020 et les tiens d'un côté personnel? J'imagine que tu restes assistant de Ron Jans, mais quels sont les objectifs du club? Les objectifs du club sont clairs, montrer du progrès par rapport à cette première saison. Encore une fois, comme je le disais, on est en train de mettre en place les fondations d'un projet sur le long terme. Et quand on monte un projet, l'important c'est de montrer du progrès, une évolution d'année en année. Donc il est dur de parler de chiffres autre que de parler de progrès. Bien évidemment, on a de plus grandes aspirations que de finir en bas du tableau. Maintenant, plutôt que d'en parler, c'est le travail qu'il va falloir faire sur le terrain pour atteindre ces objectifs qui est important pour nous. Donc on est définitivement ambitieux. Non pas qu'on ne l'était pas cette saison, mais on l'est et le projet est clair. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est le travail qu'on va faire qui est important. Vous avez définitivement sur le papier en tout cas un effectif qui peut faire la différence en MLS, et encore plus avec les 3 nouvelles recrues. Vite fait pour ceux qui nous écoutent, Zico Bailey du Los Angeles Galaxy, avec Brandon Vasquez d'Atlanta, et puis surtout la grosse recrue un petit peu, c'est Haris Madoujanin qui arrive de Philadelphie, il me semble. Ouais. Et est-ce que par exemple, Madoujanin ou Vasquez sont des joueurs qui sont connus en MLS. Est-ce que vous les identifiez par rapport à vos besoins, ou c'est plus des joueurs qui sont, on va dire, à un moment qui sont faciles d'accès en MLS, et donc c'est un peu le bon coup à faire, ou c'est vraiment par rapport à des besoins ciblés par Ron Jans? C'est par rapport à des besoins de profil. Comme je le disais, on met en place un projet, on a identifié une façon de jouer, un style de jeu. Maintenant, il faut des profils qui s'accordent avec ce style de jeu-là. Et voilà, quand on a des joueurs comme Brandon et Haris qui peuvent nous rejoindre, c'est des grosses, c'est de la valeur ajoutée à notre effectif, et ça rejoint ce qu'on met en place du jeu pour la saison prochaine. Donc on est très content qu'ils nous rejoignent, et on espère qu'ils joueront une part importante dans la saison prochaine. D'accord. C'était un petit peu la fin. Il me semble que j'ai pas d'autres questions à part juste toi, comment tu te sens en MLS pour moi, et si tu sens comme rester dans la ligue. Est-ce que pour un jeune entraîneur comme toi, c'est une ligue qui donne envie d'y faire carrière? Oui, bien sûr, ouais. La ligue est intéressante. J'ai pris, malgré la situation, j'ai eu plaisir durant cette saison. On peut apprendre dans le positif, mais on apprend énormément plus dans le négatif. Donc énormément, comme je disais, d'enseignements à retirer de la saison. Pour moi, c'est un challenge qui est super intéressant. Le niveau ne cesse d'augmenter, et puis bien entendu, en termes d'opposition tactique, on voit de différentes idées, on voit différents projets, et c'est également intéressant en termes personnels. D'accord, merci beaucoup Johan, on te souhaite une bonne trêve hivernale, même si je suis sûr que tu dois beaucoup travailler avec Cincinnati, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation, et puis à bientôt.
Oui, à bientôt, on espère en tout cas. On espère on te souhaite une très bonne saison avec Cincinnati, sachant que vous avez un nouveau stade qui arrive en 2021. Donc on espère à vos fans qui le méritent de très bons résultats. Merci, et on se retrouve la semaine prochaine, chers auditeurs, pour un nouvel épisode de Culture Soccer. Ciao.